l'organisation, la société dans laquelle on se trouve, vous aviez des secteurs d'activité, et d'ailleurs il en existe encore, qui sont encore très fermés à la concurrence. Luc vous parlait du Thalys. Parfois, je dis quand viendra la concurrence par rapport au Thalys, comme ça, enfin, on aura un meilleur service. Mais là, ils ont un monopole entre Bruxelles et Paris, donc vous payez déjà beaucoup plus cher au kilomètre que tous les trains à grande vitesse en France, et on est dans des situations qui sont quand même très fermées. Donc, dans certaines organisations, le changement en fonction de cet état de monopole, ou en fonction de la protection du marché, comme ça a été le cas longtemps avant la crise de 2008 pour les banques et pour les assurances, le changement est très compliqué. Je me rappelle un patron d'assurance, il y a maintenant 12 ou 13 ans, je suis allé le voir, on avait été introduit, donc il avait du temps pour nous, et on essayait de voir ce qu'on pouvait lui offrir comme service, et à un moment donné, il me dit, mais vous savez, monsieur Allion, nous, si on veut changer quelque chose, on change une virgule dans un contrat d'assurance et on a un nouveau produit. D'accord ? On n'a pas beaucoup de services à leur vendre à cette époque. Donc, en fonction des sociétés, vous avez de moins en moins de secteurs qui sont protégés. Et ces secteurs qui étaient protégés, comme les banques et les assurances par exemple auparavant, comme les sociétés d'énergie dont je vous parlais, ne sont pas habitués au changement. Donc l'organisation existante va être capitale dans la manière dont les transformations vont se mettre en place et du niveau de résistance que l'on va rencontrer au sein de ces organisations. Vous avez aussi des organisations où on commençait des projets de transformation, un projet de transformation par an, par exemple, en se disant on va changer le système informatique, on va passer de Windows 2004 à Windows 2009, ou quelque chose comme ça. C'était le gros projet de transformation. Et puis ce projet, il ne se finit jamais. Il commence, mais il ne se finit jamais, il n'y a pas de fin. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit, il faut un début et une fin par rapport à un projet. Et bien, des organisations commencent des projets, puis à un moment donné, il y a une équipe projet qui est toujours en place, mais on ne sait pas très bien ce qu'ils font, on ne sait pas très bien où ils en sont, on ne sait pas très bien combien ça coûte. Vous avez des organisations où on abandonne des projets, parce que quand il y a un nouveau chef qui arrive, en général, ce que le chef précédent avait mis en place, c'est pas bien, donc on va arrêter quelque chose qui a été mis en place. Et donc toute l'équipe, par exemple, d'un projet va être dissoute, on va leur dire stop, c'est terminé, maintenant on va faire autre chose, parce que ce qui avait été fait avant, c'était pas bien. Et puis vous avez des organisations qui vont empiler les projets. On va en faire un, puis on va en mettre un deuxième, et puis tiens, une autre transformation est nécessaire, et donc on va empiler les projets, ce qui fait qu'on va se retrouver dans des organisations où, au lieu d'avoir un état actuel, un état de transition, un état futur bien organisé, on va se retrouver avec un ensemble de projets, un ensemble d'états actuels, d'états de transition et d'états futurs, qui vont venir se superposer les uns aux autres. C'est ce qu'on appelle la saturation du changement. Et comme l'organisation, le passé de l'organisation, notre résistance, nos propres résistances, qui sont humaines de par notre ADN, vont nous faire en sorte que nous allons de plus en plus résister, eh bien, nous allons arriver dans un stade où il y aura de plus en plus de pression et où les gens en ont de plus en plus marre par rapport à ces transformations. La résultante, c'est quoi? C'est que non seulement ils ont leur business au quotidien, l'organisation dit le BAU, le business as usual, c'est-à-dire mes clients sont là, il faut que je vende, je dois produire, etc. Et en plus de ça, on me dit, ah mais vous devez gérer des projets supplémentaires. Mais il n'y en a pas qu'un, il y en a deux, il y en a trois. Et les groupes sont impactés par un ensemble de projets qui leur tombent dessus, et en plus, ils doivent réaliser leur travail au quotidien. Donc nous arrivons dans beaucoup d'organisations à un niveau de saturation du changement, et il n'y a plus de moment où on va se dire, tiens, on va prendre le mois de juin et on va regarder tous les projets qui auront été terminés au mois de juin. Ça n'existe plus. On n'a pas cet état de fin à un moment donné où on se dit, on aura atteint tous les états futurs. Et donc, dans les organisations, on est obligé maintenant de dire, il faut célébrer chaque état futur atteint systématiquement pour redonner de l'énergie aux équipes. Et donc, dans les organisations, on va plus s'intéresser au nombre de projets, ce qui se faisait avant, ce qui se faisait dans les grands cabinets de consultance, qui venaient dans les organisations. On s'intéressait à l'ensemble des projets, une transformation égale chez un client 100 projets répartis en 21 programmes dans un objectif de 5 ans. Ça, c'est leur organisation. En fait, on leur a dit, non, ne regardez pas les 100 projets à quel moment ils vont se terminer, regardez dans une organisation, dans un organigramme, quels sont les groupes qui vont être impactés par un bon coup de projet à un moment T.
on s'occupe moins de l'ensemble des projets à mettre en place, mais on va s'occuper maintenant des groupes cibles impactés. Une équipe de vente, une équipe de production, une équipe informatique, peu importe, toute l'organisation, pas toute l'organisation. Ce qui fait que des outils nous permettent maintenant d'identifier quelles sont les équipes qui vont être dans le rouge dans les organisations et qui vont être impactées par un ensemble de projets de changement au même moment T. Et donc on peut avoir ce genre d'analyse par rapport aux organigrammes et aux organisations.